Bonjour et bienvenue Fabien Merci pour l'invitation. pour la première série dans le camping-car. Alors bienvenue, on est là aujourd'hui pour parler un petit peu de ton parcours. Tu t'es mis indépendant d'une manière un peu spéciale. Raconte-nous. Ouais, alors je suis laborantin de formation et j'en avais marre. C'était un métier que j'aimais pas trop, une voie que j'avais pris parce que mes parents trouvaient que c'était sympa. Même moi au début j'aimais bien, mais avec l'expérience, je me suis rendu compte que c'était pas ce que j'avais en tête. J'ai quand même fini mes études, j'ai commencé à travailler et j'ai eu vent des cryptos, donc j'ai commencé à m'intéresser. Et c'est quelque chose qui m'a fortement plu. Et du coup, j'ai commencé à investir sans grande connaissance. Et au fur et à mesure, j'ai eu les personnes que j'ai connues qui m'ont appris, les connaissances qui m'ont permis de voir plus clair dans cet univers. Et donc tout ça, c'était en 2019. Et du coup, j'ai continué à travailler jusqu'en 2022. Là, ça fait que quelques mois que je suis indépendant. Et du coup, je me suis mis à mon compte. J'ai créé mon compte Instagram où je crée des vidéos régulièrement, où j'essaye d'enseigner aux personnes cet univers qui est tout jeune. Et j'accompagne également mes clients pour qu'ils commencent à investir avec toute l'expérience que j'ai accumulée. Et j'ai eu aussi depuis longtemps une fibre entrepreneuriale. J'avais commencé la musique. Je faisais de la musique, des enregistrements. Donc là, c'était vraiment le premier rapport que j'ai eu dans l'entrepreneuriat parce que je devais écrire moi-même mes chansons, prendre des rendez-vous avec les personnes qui avaient des studios d'enregistrement. J'ai essayé de le faire à la maison, mais c'était compliqué. Organiser des clips. Euh, donc ça, c'était vraiment ma première aventure où je me suis vraiment lancé seul, où j'ai commencé à investir de l'argent sur moi-même. Suite à ça, j'ai eu une marque de vêtements qui s'appelle Faka, qui ne tourne plus, que j'ai laissé tomber parce que c'était un business model qui me plaisait pas. Il fallait que je mette de l'argent pour créer mes vêtements. Tout ça sans connaissance aussi parce que j'ai aucune connaissance en mode, tu vois. Ma mère, elle, est couturière, donc elle m'aidait un petit peu. Mais j'avais pas plus de connaissances que ça. C'était quelque chose qui me plaisait, de gérer les réseaux, faire de la communication, penser à comment est-ce que je pourrais faire les shootings, donner un environnement à la chose. Ça m'a rappelé un peu la musique, où là quand je devais créer des clips, je devais aussi penser à tout ce storytelling que je voulais mettre à travers mes vidéos. Là c'était quelque chose d'assez similaire avec la marque de vêtements. Je créais une collection que je lançais, tout ça avec un environnement que je voulais transmettre. Mais c'était un business model qui me plaisait pas. Pourquoi ? Parce que je devais mettre pas mal d'argent au début. Et pour revoir cet argent, il fallait absolument que je vende ma collection. Tu vois ? Pour que au moins l'argent que j'avais investi, que j'arrive à 0,0, pour ensuite être en bénéfice. Et avec le temps, il y avait des collections où j'arrivais pas à les vendre à 100%. J'essayais de faire les choses bien également parce que mes vêtements, je les faisais en Europe, au Portugal, à travers des usines. Et vu que j'avais pas une grande clientèle, je devais ajuster mes quantités et du coup toujours produire de moins en moins pour vraiment jauger, tu vois. Et arriver à un moment où c'était compliqué de trouver des gens qui voulaient travailler avec moi parce que j'étais encore petit, tu vois. Donc au fil du temps, j'ai commencé à réfléchir à d'autres modèles. Enseigner, c'était quelque chose que je voulais faire au fond de moi. Et du coup, j'ai passé le pas. Au moment où j'ai eu le choix d'être indépendant et de voler de mes propres ailes, c'est quelque chose que je voulais faire, auquel j'ai réfléchi. Et les cryptos, c'était ça vraiment, ça liait les deux choses entre ce que je pouvais apprendre, car à mes amis, je leur avais déjà expliqué comment ça fonctionnait, pourquoi est-ce que je trouvais que c'était un domaine qui était très prometteur, car d'après moi, la crypto, c'est évident. D'après moi, c'est la continuité d'Internet, la continuité de la finance également. Donc pour moi,
être aujourd'hui dans quelque chose qui n'est pas très commun, c'est investir sur le futur et être positionné sur un domaine, un secteur qui, d'après moi, va exploser de toute façon. Maintenant, l'idée c'est de savoir sur quoi investir, quels sont les domaines prometteurs, quels sont les projets qui vont survivre et ceux qui vont être devancés. Donc voilà, c'est un peu le parcours que j'ai. Cool. Merci pour cette partage. Je me rappelle encore, on est passé au cash flow à Fribourg, tu étais là. Et tu m'as posé la question, comment j'ai fait pour trouver les clients parce que tu aimerais faire des formations. Et moi, je t'ai demandé, ben, tu veux faire des formations dans quoi? Et en fait, c'était justement dans les cryptos. Et j'ai dit, bah écoute, on peut peut-être faire quelque chose ensemble parce que j'ai fondé cette association en 2018 avec le but de former la population dans le monde de finance. Et on se croisait et je crois que ça a pris même pas 4 semaines pour faire justement le cours de crypto. Ouais, à fond, c'est exactement ça. J'étais dans la période où je venais de donner ma démission. J'étais tombé sur tes cours cash flow car un ami avait déjà fait un cours avec toi. Et c'est vrai que 1 ou 2 jours avant, j'étais sûr que j'allais faire ça, des cours que j'allais enseigner ce domaine-là, en tout cas pour les débutants. Et j'ai trouvé que ce que tu faisais, c'était ultra malin et qu'on avait une clientèle, que tu avais une clientèle qui était autant difficile que la mienne à trouver. En tout cas, c'était très abstrait. Comment est-ce que tu vas trouver des gens qui ont envie d'investir? Parce que les cryptos, c'est un peu ça. C'est des gens qui veulent faire de l'argent en investissant et qui sont intéressés par la technologie. Et toi, du coup, tu te basais aussi sur un modèle qui était plus ou moins le même. Et c'est pour ça que, en fait, c'est tombé pile poil. Et ça a matché tout de suite entre toi et moi. Je suis venu te parler, j'ai posé les questions, tu as été ultra ouvert et curieux en même temps. Et ouais, en fait, ça a pris 4 semaines entre le jour où on s'est vu et la fin de la formation, quoi. Moi, je trouve super cool les personnes très motivées et actif s'il veut faire quelque chose parce que moi j'adore Pareto, le 80-20, avec 20% d'efforts avoir 80% de résultats. Et c'est exactement ça, avec très peu d'efforts. Moi j'ai eu tout en place et toi tu es venu dans le bureau et tu as fait les enregistrements. Et en fait ça n'a pas pris énormément de temps, mais on a réussi quand même vite mettre en place quelque chose. Et ça, moi je trouve super cool de travailler avec les gens comme toi et aussi avec cette optique de donner des formations, pas pour gagner de l'argent en première ligne, mais pour donner des connaissances aux autres. Moi, je trouve super cool. Et moi, je cherche encore toujours les gens. Moi, j'ai fait pas mal de crypto aussi. En 2017, les premiers investissements dans les ICO, j'ai pas mal perdu aussi. Beaucoup gagné, des expériences aussi sur quelques projets, j'ai quand même aussi gagné l'argent. Mais toi aussi, maintenant, tu es un peu plus avancé, tu connais un peu plus des NFT que moi, je ne suis pas accroché trop. Moi, je reste plutôt quelqu'un qui dit c'est pour le futur, c'est un investissement qui vaut la peine. Pas mettre all-in tout notre budget, ça c'est sûr, mais une bonne pourcentage, ça fait pas de mal. Et même si on perd tout dans le crypto, ben, on aura au moins été avec. Mais je crois pas qu'on va tout interdire tout de suite les cryptos. Et d'ailleurs, on est en Suisse. Et dans quelques cantons, tu peux même payer les impôts avec des crypto-monnaies. Ouais, non, c'est vrai qu'on est dans un pays qui est totalement crypto-friendly. C'est rigolo qu'on vive dans un pays qui a accepté cette technologie si tôt, ou en tout cas qui voit quelque chose dans cette technologie et qui, d'après moi, sent qu'il faut être présent dès maintenant s'ils veulent être les pionniers de demain. Euh, pour revenir à Pareto, je trouve que c'est quelque chose qui est très important de, de faire en fait. Et on s'est pas trop posé de questions. On s'est rencontrés, on a vu qu'il y avait quelque chose à faire. Et j'ai créé la formation de la façon, de la meilleure façon que je pouvais.
mais sans trop me prendre la tête, sans me poser des questions de est-ce que réellement est-ce que je devrais rajouter des informations superflues, etc. Et c'est quelque chose que j'essaye de transmettre aux gens qui veulent se lancer, investir ou créer leur business. C'est que très souvent, on essaye en fait d'avoir les 100% du Pareto, tu vois. De passer, d'avoir le parfait avant de le créer. Alors que finalement, et je pense que tu es d'accord avec moi, une pyramide, on la construit pierre par pierre. On ne peut pas arriver avec la structure totale et la poser et tac, c'est fini, tu vois. C'est quelque chose que je trouve important. Finalement, la chose la plus dure, c'est de se lancer et corriger par la suite. Mais ça, on ne connaît pas, c'est corriger par la suite, parce qu'à l'école, ils nous disent que même si tu loupes, ben c'est pas bien. Et avec le temps après, moi j'ai aussi vécu ça, moi je suis aussi indépendant. Alors on doit comprendre que si on commence, on doit apprendre avec le temps et avec les erreurs. Et ça c'est compliqué si on change parce que c'est une autre manière de penser et une autre manière de faire. Mais si on ne se lance pas, on ne saura jamais si ça marche ou pas. Non, c'est vrai que c'est très éducationnel finalement. Et c'est une éducation qu'on a ici en Europe en tout cas et probablement dans d'autres continents. Alors que c'est la meilleure façon d'apprendre finalement. Essai-erreur, essayer, échouer, modifier, réessayer, échouer, modifier, réessayer, échouer. Mais oser, premier truc. Et après, de ne pas commencer dès qu'on le sait. Parce qu'on ne saurait jamais tout. Comme tu viens de dire, Pareto, encore une fois, 80-20. Il faut essayer avec 20% d'effort, arriver à 80%. Et le reste, des fois, on n'a même pas besoin. Une chose parfaite, ça prend trop de temps. Et on ne sera jamais parfait. On ne sera jamais au bout de ce qu'on veut faire, avoir, connaître. Parce qu'il y a tous les jours encore des nouvelles choses et on n'arrête jamais. Si on ne passe pas en action, bah, on bosse jusqu'à la fin de notre vie. C'est exactement ça. Et rien qu'avec ce qui nous entoure, on peut le voir ça. Avant, on parlait d'Apple. C'est magnifique, mais et pourtant, d'année en année, ils font des mises à jour. Donc c'est bien que le produit qu'ils sont en train de vendre aujourd'hui n'est pas parfait et qu'il y a toujours des améliorations à mettre, tu vois. Et c'est pas pour autant qu'ils ne se sont pas lancés. Et Dieu sait ce qu'ils seront plus tard. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça reste des leaders qui font des choses qui sont exceptionnelles, qui fonctionnent entre elles. Et je pense que c'est une bonne leçon. Des fois, on est trop exigeant avec nous-mêmes alors qu'on pourrait très bien l'être beaucoup moins et produire tout autant, tu vois. Être tout autant efficace, pouvoir gagner de l'argent avec ce qu'on sait aujourd'hui et toujours avancer dans la même lignée pour s'améliorer et proposer quelque chose de qualité en fonction du temps qui passe. Après, j'ai peut-être une question. Tu te lançais quand même un petit peu brutalement dans l'indépendance. Tu dis, ouais, moi j'arrête de travailler. Au début, tu as dit que j'ai rien. Après, tu as quand même quelques projets. Est-ce que tu regardes en arrière maintenant? Est-ce que tu ferais la même chose encore une fois? Ou qu'est-ce que tu voudrais peut-être changer, adapter? Non. Je pense que je changerai rien. Parce que je suis convaincu que dès le moment où tu te mets dans un stress, c'est là où tu es ultra efficace. Et où tu as les meilleures idées qui arrivent. C'est un peu comme... je sais pas, on peut avoir des idées. Imaginons, là, t'es au milieu d'une route, t'as un serpent ultra venimeux qui est en face de toi. Tu vas avoir tout de suite les bons réflexes pour pouvoir t'en sortir, tu vois. Alors que si tu t'imagines, t'as plein d'idées qui arrivent et qui seraient pas forcément les bonnes. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est vrai que c'était brutal. Du jour au lendemain, j'ai passé le pas. C'était quelque chose que j'avais en tête, que j'avais envie de faire. Et du jour au lendemain, je l'ai fait. Et je regrette pas parce que ça m'a permis de mettre les priorités là où elles doivent être, sans trop penser de nouveau à tous les petits détails qui certes sont importants, mais qui ne sont pas essentiels pour un départ.
Donc, non, je regrette rien du tout. Bien sûr, il y a des jours où c'est difficile. On se pose la question, être indépendant, c'est en quelque sorte ne pas savoir de quoi est fait demain. Finalement, tu construis dans l'instant même, euh, et le lendemain, c'est de nouveau pareil, tu construis encore dans l'instant même. Alors qu'avoir un emploi, là où j'étais avant, finalement, tu as une certaine sûreté. Hmm, non, je suis très content. Est-ce que je le changerais? Non, pas du tout. C'est cool. Comme tu dis aussi, mais il y a certains qui adorent cette routine de toujours faire tous les jours la même chose. Il y a d'autres que peut-être comme toi ou moi qui adorent de changer régulièrement. Après, c'est clair, si on n'adore pas changer ou s'adapter, mais avec un temps comme aujourd'hui que chaque jour il y a quelque chose de nouveau, bah peut-être on ne trouvera plus de clients ou si on ne s'adapte pas aux clients, bah on est peut-être vite mis de côté et là on aura peut-être des problèmes. Mais de l'autre côté, le potentiel d'être indépendant, c'est quand même quelque chose qui m'a toujours attiré parce que moi, je trouve, si on est engagé à quelque part, tu vas jamais gagner plus que ton chef. Tu plafonnes, tu peux gagner, tu peux travailler, tu peux faire tes efforts, mais à un moment donné, tu vas jamais gagner plus que ton chef. Alors tu peux peut-être changer de poste, mais il y a entre guillemets toujours un chef. Tu vas jamais gagner plus que lui. Et ça m'a toujours freiné un petit peu. Je dis non, moi je veux gagner plus que lui. Et comment je peux gagner plus que lui? Et c'est là que je me suis intéressé aux finances, de quoi faire. Ouais, je me suis intéressé au début de peut-être faire des études, encore des autres écoles, que d'ailleurs j'avais fait, mais encore plus. Et après, je suis tombé justement sur Robert Kiyosaki, et ça m'a vraiment changé la vie. Et c'est là que j'ai commencé à dire, ok, je dois faire travailler mon argent et pas mon temps contre l'argent. Et là, ça va faire justement un fois X. Ah oui, totalement. Quand on y pense, si tu es engagé dans une entreprise, si ton patron t'a engagé, c'est parce que tu es capable de générer plus d'argent que ce que tu vaux. Tu as beau avoir le salaire que tu veux. Tu peux être payé 10 000, 20 000, 30 000 francs par mois. S'il est prêt à te payer ce prix-là, c'est parce que tu es capable de générer 5, 10, 20 fois plus. Et ça, c'est évident. Même c'est ce que tu dis, tu ne gagneras jamais ton plein potentiel en étant employé, comme tu ne gagneras jamais autant que ton chef. Et c'est logique. La seule façon de faire beaucoup d'argent, c'est d'être indépendant, à mon avis. Alors c'est dur, c'est très dur, mais c'est la seule façon de le faire. Il y a des gens qui te diront que bah voilà, tu peux être riche en investissant. Ça peut arriver, si tu es prêt à prendre énormément de risques. C'est, d'après moi, quelque chose qui est très sain de faire, de pouvoir se permettre d'allouer une partie de son salaire pour le faire travailler. Mais ça restera probablement, dans la grande majorité des cas, plus lent qu'un entrepreneur qui lance son business. Après, ce qui m'a freiné beaucoup au début, c'est des petites tâches à côté. Tu te mets indépendant parce que tu sais quelque chose, ou tu veux transmettre quelque chose, ou tu veux peut-être fabriquer quelque chose. Mais tout ce qui entoure, tout ce que tu dois faire encore, si c'est des facturations, des retours clients, des emails à écrire et des choses comme ça, je dis mais ça me prend énormément de temps. Et aujourd'hui, je trouve, avec des programmes sur Internet, on peut trouver et automatiser beaucoup de choses, ou on peut déléguer certaines choses. C'est pas des employeurs fixes, c'est vraiment des gens qui sont payés par exécution de quelque chose que tu n'as pas un salaire fixe à payer. Et ça, moi, je trouve c'est une super aide parce qu'il faut juste savoir, comme il dit la semaine de 4 heures, il faut faire quelque chose et d'avoir une minime bénéfice. Si tu arrives à déléguer quelque chose à quelqu'un d'autre qui te fait ça pour moins cher, mais toi, tu gagnes du temps et tu gagnes peut-être encore quelques centimes sur quelque chose, ben c'est là que tu gagnes du temps et un petit peu d'argent. Tu gagnes peut-être moins, mais tu gagnes du temps. Et pour moi, c'était ça au début que je voulais avoir plus de temps dans ma vie. Je veux voyager dans un camping-car, je veux voir d'autres choses, d'autres pays, et pas que pendant 5 semaines dans l'année.
Ouais, à fond. C'est sûr que le temps, c'est la ressource la plus précieuse qu'on ait. On court tous derrière l'argent, mais finalement, comme on dit, et ça j'apprends rien à personne, mais le jour où on sera plus là, l'argent n'a plus aucune valeur. Finalement, c'est quelque chose qu'on a créé. Et ce que tu dis, ça revient à ce que je disais finalement. C'est savoir déléguer une tâche qui, en la déléguant, te coûtera moins cher que si c'est toi qui l'as fait. En étant entrepreneur, il y a à un moment, t'arrives à un moment où en passant une heure, tu es capable de générer, je sais pas, 300 francs. Ben, tu as plutôt intérêt à déléguer toutes les tâches qui te prennent une heure qui valent moins que 300 francs. C'est ce que tu disais, c'est le principe même de la semaine de 4 heures. Cool. Après, peut-être encore une question. Est-ce que tu as peut-être 3 conseils, sans dire que c'est des conseils d'achat, mais 3 conseils peut-être que tu donnerais aux gens d'aujourd'hui? Pour les cryptos? Ouais. Premier conseil, ce serait de ne pas FOMO. Ouais. Fear of missing out. Ouais. FOMO, c'est en français, c'est la peur de rater quelque chose, la peur de rater le train, c'est finalement ce qui se passe quand le Bitcoin explose. C'est les bonnes nouvelles qui passent à la télé. Le Bitcoin a dépassé son dernier record, et là forcément il y a tout le monde qui s'y intéresse, qui veut mettre ses billes pour en profiter, et c'est pourtant à ce moment-là où il ne faudrait pas rentrer, parce que c'est là où tu as le plus à perdre. Donc ouais, le premier conseil ce serait de ne pas FOMO, et de mettre ses émotions de côté. Le deuxième conseil, ce serait d'y aller étape par étape. Déjà, commencer par comprendre les fondamentaux de ce que c'est une blockchain et comment ça fonctionne, et de comprendre la fonction même du Bitcoin et de Ethereum. Et ne pas commencer à s'éparpiller. On a souvent envie d'être plus malin que le marché, de se faire plus d'argent que les autres, et du coup on est persuadé que tel ou tel projet va mieux marcher qu'un autre. À mon avis, il faudrait plutôt suivre la masse, surtout dans un domaine jeune comme la crypto. Donc suivre la masse dans le sens vraiment s'intéresser au Bitcoin et à l'Ethereum, plutôt que d'aller chercher des petits projets à droite à gauche, parce que la concurrence est rude, la technologie est jeune, et c'est pas la première fois qu'on a vu des projets se faire devancer par un génie qui sort de nulle part et qui propose quelque chose de totalement révolutionnaire. Donc ce serait ça mon deuxième conseil, d'y aller étape par étape, petit à petit, avec les fondamentaux. Le troisième conseil que j'aurais à donner, ce serait d'apprendre à vendre, qui est quelque chose qui est difficile. Investir, je ne sais pas si ça t'est arrivé aussi, mais quand on commence à investir, c'est presque addictif. Tu as toujours envie de mettre plus, de te serrer la ceinture. Les gens ne comprennent pas, ceux qui n'investissent pas. Ils se disent c'est pas si intéressant que ça, mais en fait quand tu commences à investir et que tu te dis bah voilà, je vais mettre 200 balles par mois, au bout de 2 ou 3 mois tu as vite envie de commencer à mettre plus, tu vois, 250, 300, etc. Et par contre vendre, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est dur, parce que quand tu arrives dans des hauts de marché où tout le monde s'enflamme, où tout le monde est en train de FOMO, tous ceux qui n'y connaissent pas grand chose et qui n'étaient pas là au moment où c'était dur d'y être, parce que là, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est maintenant où il faudrait commencer à investir, ou en tout cas à s'y intéresser, et c'est maintenant où c'est le plus dur de s'y intéresser. Parce que personne n'en parle, personne n'y croit, tout le monde est en train de crier que le Bitcoin va mourir dans les prochains mois qui arrivent. Quand on arrive dans des hauts de marché, que tout le monde est en train de FOMO, que toi tu es en train de te prendre des 20% en 2 semaines, 50% en un mois, vendre à ce moment-là,
sans savoir où va s'arrêter le pic de montée, c'est du manque à gagner. Et pourtant, c'est là où tu peux perdre le plus. C'est là où tu as envie de mettre toujours plus, c'est là où tu as envie de FOMO, et si tu vends pas, tu es reparti pour attendre, ou alors tout perdre. Donc ça serait ça le troisième conseil que j'ai à donner. Apprendre à vendre le plus tôt possible. Même, t'as mis 100 balles, tu t'es fait 10 balles de bénéfices, vends-les. Vends ces 10 balles, rien que pour ce sentiment d'avoir vendu, tu vois, et comprendre un peu le mécanisme. Après, c'est toujours difficile de re-rentrer. Tiens, moi, dans le trading, je vois ça, que tu achètes, tu vends en gain, mais après, tu vends quand? Est-ce que tu as acheté quelque chose pour du long terme ou pas? Alors, je dis des fois aussi peut-être de vendre qu'une partie et de toujours garder. Et dès qu'il y a une rebound, que ça redescend un petit peu, tu rachètes de nouveau un petit peu pour prendre justement cet élan avec. Alors, ça, c'est juste, c'est très juste. Mais d'apprendre à vendre, c'est très difficile. Moi, ça m'a aussi plusieurs fois arrivé que tu dis encore plus, encore plus, encore plus, et tu vois les pourcentages tous les jours que ça vient de plus en plus. Mais après, il faut sortir. Après, je dis, est-ce que tu crois dans le projet sur du long terme? Est-ce que tu veux garder sur du long terme? Alors, vendre une partie, une bonne partie, attendre maintenant. Et c'est justement le cycle qu'on voit maintenant. Que normalement, c'est maintenant, il faut se former et commencer peut-être à investir, si c'est crypto ou autre. Mais et les gens, ils ont trop peur. Mais s'ils ont plus de peur, mais on a passé justement le ancien all-time high, le point le plus haut, et on passe justement dans cette FOMO de dire ah ouais, mais je dois investir maintenant. Alors c'est cool, les 3 conseils que tu as eus, c'est de pas FOMO, de pas avoir peur de louper quelque chose. Le deuxième, c'est de se former. En gros, c'est ça, parce qu'il faut avoir des connaissances. Et le troisième, aussi un petit peu formation, de commencer à vendre aussi dans les moments dès que tu gagnes quelque chose. Après, j'ai peut-être encore une question, parce que je vois ta manière de travailler de loin. Est-ce que tu as des conseils aussi sur ta manière de travailler? Comment tu fonctionnes pour être toujours efficient et efficace? Hmm, J'ai lu un livre, je sais pas si tu le connais, qui s'appelle Passer à l'essentiel. Ouais. Il est ultra connu. Euh, et ce livre-là m'a vraiment apporté énormément de conseils et m'a apporté une autre vision du travail. Et j'essaye de faire ça au maximum. Donc, me demander qu'est-ce que je veux dans la journée qui suit, la semaine qui suit et le mois qui suit, et travailler en conséquence. Ce que j'essaie de faire au maximum aussi, c'est d'organiser ma journée la veille, parce que ça me permet de me lever le lendemain de mon lit, tu vois. Quelque chose que j'ai eu avec l'expérience aussi, c'est d'essayer pas d'automatiser, mais de mâcher le travail au maximum. Même les choses toutes bêtes en fait. Donc, par exemple, je crée des vidéos pour les 2 semaines qui suivent, les 2 semaines qui suivent, excuse-moi. Donc, je me prends 2 à 3 jours où j'écris les vidéos, je tourne, je monte et je fais tout le texte qui est en dessous sur ma publication. Et pendant ce processus créatif et de montage, j'essaye de mâcher au maximum le travail. Donc en fait, j'ai une liste de où est-ce que je vais chercher mes sujets de vidéo. Sur mon logiciel de montage, j'ai des presets que je peux directement utiliser sans devoir les faire à chaque fois à la main. Et c'est ça que je veux dire. En fait, c'est même les petites tâches, essayer de les mâcher au maximum pour être le plus efficace possible dans la direction dans laquelle tu veux aller. Et à mon avis, pour être efficace quand tu lances une entreprise, c'est plus ou moins la même chose que ce qu'on était en train de parler
il y a quelques minutes, c'est avoir un objectif. Donc avoir vraiment pensé en amont de comment est-ce que tu vas travailler et où est-ce que tu veux aller pour que dès le moment où tu es en train de charbonner, que tu te poses plus de questions. Je pense que c'est ça le meilleur conseil que je peux donner, en tout cas un conseil global, peu importe ce que tu veux faire dans ta démarche entrepreneuriale en tout cas. Super, merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour d'être avec moi pour le premier podcast dans le camping-car. Et je te souhaite encore tout de bon. Merci beaucoup et à tout bientôt j'espère. Merci.